Alors là, on va changer complètement d'échelle et donc moi je ne vais pas m'intéresser à l'agriculteur, mais je vais m'intéresser plutôt à l'évolution d'une agriculture. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est aux États-Unis. Alors pourquoi j'ai choisi de travailler sur les États-Unis? Justement pour essayer de voir ce que pourrait devenir notre agriculture si on continuait sur le même rythme, puisqu'en termes de développement, ils ont quelques longueurs d'avance sans qu'il y ait de jugement positif par rapport à ça, mais ça permet de réfléchir un petit peu jusqu'où on pourrait aller. Alors, les États-Unis, donc quelques données un petit peu générales avant de voir un petit peu quelle a été l'évolution et de comprendre pourquoi aussi. Donc, moi, je n'ai pas travaillé sur l'ensemble des États-Unis, mais surtout sur le Corn Belt, qui est une des régions les plus riches des États-Unis. Alors, les États-Unis, grosso modo, pour resituer un petit peu, c'est un territoire qui est 2 fois grand comme celui de l'Union européenne, une surface agricole nettement supérieure, avec une proportion de terres labourables inférieure. Ce qui est assez remarquable quand on regarde les terres labourables, c'est qu'aux 2 tiers, elles sont occupées par 3 cultures, maïs, soja, blé, qui représentent l'essentiel de la surface. C'est pas un hasard, c'est aussi le fruit d'une politique agricole qui n'a pas tellement changé d'orientation depuis les années 30 et qui a donné un large soutien à ces cultures. Alors, plus beaucoup de travail dans ces campagnes américaines. On voit que la population active, c'est 1,2% aujourd'hui. C'est pas pour autant que c'est un secteur mineur parce que les exportations jouent un rôle important. Et puis, quelques chiffres. Donc, on a 2 millions d'exploitations agricoles aux États-Unis aujourd'hui. C'est un chiffre qui ne bouge plus depuis les années 90. Donc ça, c'est assez intéressant. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Une surface moyenne de 170 hectares qui ne veut rien dire parce qu'en fait, on assiste de plus en plus à une bipolarisation. Ça aussi, je pense que c'est tellement caricatural du côté des États-Unis que ça peut nous amener aussi à réfléchir à ce que pourrait devenir notre agriculture. Donc on a une minorité d'exploitations agricoles. Je veux dire, en gros, il y a 2% des exploitations agricoles américaines qui font 50% du produit agricole américain, donc une très très forte concentration. Mais contrairement à une image couramment reçue, l'agriculture américaine n'est pas pour autant une agriculture capitaliste. C'est une agriculture essentiellement familiale, ce qui rend la comparaison du coup d'autant plus intéressante. On a, vous voyez, c'est les derniers chiffres du dernier rapport sur les family farms, parce que c'est vrai que les Américains mettent ça en avant comme une grande fierté, ce caractère familial de l'agriculture. Donc on voit les exploitations familiales, donc capitaux et travail familiaux, et je dirais patronales, c'est-à-dire capitaux familiaux et travail familial, le petit patron avec 1, 2, jusqu'à 5 ou 6 maximum salariés. On voit que c'est 99% des exploitations agricoles et près de 90% de la production. On a, je disais, 2%, j'exagérais, 3% des exploitations agricoles qui produisent 50% de la production, ce sont les million farms, donc les exploitations agricoles qui ont plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et à 90%, ce sont des exploitations familiales ou patronales. Donc voilà, il y a du capitalisme aux États-Unis, mais il est minoritaire et sur certains secteurs de production. Alors, je vais passer sur cette carte-là, je vais montrer un petit peu comment se répartit la production agricole et la zone dont on va plus particulièrement parler aujourd'hui, qui est donc le Corn Belt. Donc on voit très bien que l'agriculture elle est très répartie sur le territoire et on voit qu'on a le haut bassin versant du Mississippi, Missouri, qu'on appelle le Corn Belt, qui est une des régions les plus riches au monde. Grosso modo, on tourne à entre 110 et 115 quintaux de maïs à l'hectare en sec. Et on a des sols qui sont parmi les plus fertiles de la planète. Et un climat particulièrement adapté au maïs et au soja. Alors si on regarde un petit peu ces exploitations familiales, eh bien, vous voyez, j'ai mis en rouge ici les zones où prédomine l'agriculture familiale. On voit que c'est l'essentiel du territoire, avec le Corn Belt dont on va surtout parler aujourd'hui. Et puis en orange, eh bien, les zones qui historiquement sont des zones beaucoup d'anciennes exploitations esclavagistes du temps du coton, qui sont vraiment vallées du Mississippi autour du golfe du Mexique, autour de cultures subtropicales, d'immenses feedlots aussi. Alors ça c'est aussi une concentration énorme. On va dire que plus de la moitié des bovins engraissés aux États-Unis aujourd'hui sont engraissés dans des exploitations de plus de 35 000 têtes.
qui, pour la plupart, eh bien, se situent ici dans cette zone au pied des Rocheuses. Pourquoi? Eh bien, parce que sur les hauts plateaux, ici, on a du ranching et du naissage. Et dans ces zones irriguées, eh bien, on a des grandes cultures à proximité. Et donc, on a d'immenses feedlots en plein air. Une concentration qui date en fait des années 1960, qui est assez ancienne. Alors, si on regarde un peu plus près, ces exploitations familiales de très grande taille, ça s'explique par la colonisation du territoire. Donc, les 3/4 du territoire des États-Unis, on va dire en gros tout ce qui se trouve à l'ouest des Appalaches, ont été colonisés donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec la vente dans un premier temps, puis le don de l'eau très important. À partir de 1860, toute personne qui voulait s'installer eh bien, pouvait avoir 65 hectares gratuitement. Donc dès le départ, on a des exploitations qui sont très grandes et qui sont des exploitations familiales, puisqu'il suffisait de montrer qu'on avait construit une maison et qu'on avait défriché ses terres, qu'une famille s'était installée et on pouvait bénéficier d'un lot de 65 hectares. Tout ça dans un schéma de colonisation du territoire extrêmement géométrique. Quand vous regardez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on regarde les photos satellites aujourd'hui sur Google Earth, eh bien vous voyez qu'on a un quadrillage extrêmement régulier dans ces grandes plaines, ce qui facilite, si je montre, c'est que ça va faciliter l'utilisation des machines dont on vient de parler. Donc on voit là une exploitation agricole, c'est un quart de section, 65 hectares. Vous voyez qu'à chaque fois, là, ce sont les routes. Et puis, une exploitation agricole de base, c'est un petit carré comme ça, avec la maison. Et ça va faciliter énormément l'utilisation de machines. Et quand on parle du Corn Belt, eh bien, c'est un relief extrêmement doux, et où à perte de vue, eh bien, on a maïs et soja. Quand on arrive au pied des Rocheuses, à la zone d'irrigation, je parlais des feedlots. Donc là, on a toujours le petit carré de 65 hectares. Et vous voyez ici un immense feedlot, c'est un des plus gros du Kansas, qui fait 130 000 têtes en plein air. Et vous voyez là les pivots d'irrigation parfaitement adaptés, ce petit carré. Un pivot, là, irrigue pratiquement une soixantaine d'hectares à chaque fois, et puis vous en avez qui irriguent des surfaces encore plus grandes. Alors, comment expliquer des exploitations familiales de grande taille dès le début, et puis je dirais, je vais passer assez vite là-dessus, très vite une politique agricole qui va se mettre en place dans les années 30, je vais quand même revenir là-dessus juste un moment. Cette politique agricole, en fait, elle va intervenir, grosso modo, sans modification profonde quasiment jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on a une agriculture américaine qui est exportatrice sur le marché mondial, qui va commencer, après la Première Guerre mondiale, à connaître des baisses de prix très importantes. Là, c'est en monnaie constante l'évolution des prix des produits agricoles aux États-Unis, donc tout produit confondu, donc hors inflation. Donc on voit qu'après des prix élevés, on a une forte baisse et puis des fluctuations importantes dans les années 20, et puis la crise de 1933, qui va placer les agriculteurs américains, on a une baisse pratiquement 20 ans, une division par 3 des prix agricoles, et ça conduit à intervenir sur les pouvoirs publics à intervenir. Et déjà, ce qui est important, c'est qu'au cœur de cette politique agricole, je ne vais pas la décrire parce qu'on pourrait y passer des heures, mais ce qui est important, c'est que ce qui est mis en avant, c'est la nécessité d'apporter des garanties de prix pour que les agriculteurs aient une sécurité de leurs investissements. Et pourquoi cela? Eh bien, d'une part, parce qu'on affronte une crise agricole, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte dans les années 20, et ça vaut pour ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on a eu une variabilité interannuelle tellement forte des prix agricoles qu'en fait, les agriculteurs n'ont pas investi. Et que du coup, les premiers tracteurs agricoles qui arrivent dans les années 1920 et qu'auraient dû adopter ces exploitations, parce que c'est les petits farmholes qui arrivent donc, en 1923, parfaitement adaptés à ces exploitations de 65 hectares, eh bien, les gens n'investissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision à long terme sur ce que vont être les prix, puisqu'ils varient de façon très importante d'une année sur l'autre. Donc, l'analyse qui est faite, c'est que si les agriculteurs n'investissent pas, eh bien, ils ne vont plus être compétitifs sur le marché mondial. Or, l'agriculture des États-Unis a besoin de ce marché mondial pour écouler une bonne partie de sa production. Donc, du coup, l'intervention des pouvoirs publics dans les années 30, eh bien, ça sera deux choses, et je ne vais pas décrire tout, mais il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'une part, accorder un prix de soutien, une garantie de prix aux agriculteurs américains,
pour qu'ils puissent continuer à investir. Et cette garantie de prix, elle va être offerte au travers de mécanismes de gel de terre et puis de mécanismes aussi de stockage. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qui est important de noter, c'est que ça va toucher la plupart des produits agricoles, sauf le secteur de la viande, les fruits et légumes aussi dans une certaine mesure, mais le secteur de la viande, parce que le financement de cette politique, on demandait un cofinancement à l'industrie de transformation, et l'industrie de la viande a refusé de participer. On va voir que ça a des conséquences importantes, on y reviendra sur les évolutions récentes. Donc, une sécurité de revenus aux agriculteurs, et puis de l'autre côté, eh bien, la crise, pour en sortir, on se rend compte aussi qu'il y a une sous-consommation intérieure, liée au fait qu'on a des millions d'Américains qui, suite à la crise de 1929, se retrouvent au chômage, et il n'y a pas de politique sociale très développée à l'époque. On intervient sur les marchés par des mécanismes de stockage, et donc on va commencer à distribuer les excédents dans le cadre d'une politique de soutien alimentaire. J'insiste parce que vous verrez qu'aujourd'hui c'est un enjeu très important et je vais revenir pour les petites exploitations. Alors en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien en gros, cet objectif de placer la sécurité de revenus des agriculteurs américains au cœur de la politique agricole, en gros, on y a renoncé 2 ans depuis 1933, c'est-à-dire de 96 à 98. Mais ça a été reconduit pratiquement tout le temps, contrairement à l'image d'un pays très libéral. On a toujours l'impression que c'est une agriculture capitaliste avec un État absent. C'est faux, c'est une agriculture familiale avec une politique extrêmement active. Et on va voir aujourd'hui qui peut être très intéressante pour une réflexion sur notre propre politique. Qu'est-ce qu'on voit du coup? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que on a 2 révolutions agricoles qui vont se développer à partir des années 30, à un rythme relativement soutenu, puisqu'on a une politique agricole qui fournit un cadre très favorable pour la réalisation de ces investissements. Et ces révolutions agricoles, c'est quoi? Eh bien, dans un premier temps, c'est celle de la motorisation et de la chimisation, avec des équipements de plus en plus performants, des intrants, des engrais, etc. Je vais y revenir. Une spécialisation, parce qu'on est aussi dans des exploitations de polyculture élevage dans les années 50, ça ne faut pas l'oublier non plus. Donc on va avoir une spécialisation croissante permise par le recours aux intrants et pour rentabiliser des équipements qui sont de plus en plus performants, mais en même temps, à chaque période, eh bien, on a un petit nombre d'exploitations qui sont capables de réaliser ces investissements, et donc la concentration de la production dans des exploitations de plus en plus grandes. Et je dirais que face à ça, eh bien, on a une politique agricole qui garde ce cap, qui va s'ajuster en fait en fonction de l'évolution du marché, etc., qui va s'efforcer de plus en plus de créer des débouchés pour ces produits agricoles, donc une politique qui va être de plus en plus offensive au niveau des exportations, qui va utiliser aussi l'aide alimentaire, j'y reviendrai, les agrocarburants, qui sont un débouché important, qui vont permettre aussi de soutenir les prix. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans le Corn Belt si on regarde les équipements les plus performants qui se développent tout au cours de cette première révolution agricole, on va dire révolution agricole du XXe siècle. Donc on voit dans les années 50, polyculture élevage, les exploitations les mieux équipées du Corn Belt, elles tournent avec des tracteurs déjà très puissants pour l'époque, 75 hectares par actif. Et ce qu'on voit, c'est que le premier mouvement, ça sera d'abord des équipements de plus en plus importants et une spécialisation. Et une spécialisation qui va tourner ici autour du maïs soja. Dans les années 80, on commence à voir arriver de nouveaux équipements avec le travail simplifié. 250 chevaux, un actif à lui tout seul peut travailler sur 250 à 300 hectares par hectare, à lui tout seul, en maïs soja. Et puis dans les années 90, eh bien, toujours encadré par la politique agricole, eh bien, on a non seulement le travail simplifié, mais aussi tout ce qui est semi-direct, et puis les OGM aussi qui participent de ce mouvement d'accroissement de la productivité physique du travail. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Avec des tracteurs de 450 chevaux qui commencent à être répandus dans les exploitations les plus grandes, semoirs sur 24 ans, un actif à lui tout seul peut travailler entre 400 et 500 hectares. Alors, ce qui est important de voir, c'est que les OGM, donc là vous avez la progression des pourcentages des OGM qui sont utilisés donc, aux États-Unis, et on voit que pour les 2 cultures qui nous intéressent, soja et maïs, connaissent un accroissement très important et on est aux alentours de plus de 90% des surfaces aujourd'hui, avec des tracteurs articulés 3x4 roues motrices de 450 chevaux. Pourquoi est-ce que ça permet le recours aux OGM
d'augmenter la productivité du travail? Eh bien parce que ça permet de diminuer le nombre de passages. Donc avec des tracteurs qui sont très puissants, et on peut faire un travail combiné, par exemple pour le semis du soja, un seul passage suffit à mettre en place le soja, puisque à l'avant vous avez le glyphosate, à l'arrière le semoir, et puis l'engrais sur la ligne de semis, et on repasse dans le mois qui suit avec un passage d'herbicide total pour se débarrasser des adventices. Donc, ce que disent ces agriculteurs américains, c'est que les OGM, ça n'a pas forcément contribué à diminuer les coûts par unité de surface, et ça est de moins en moins vrai, parce qu'on a des problèmes de résistance aux adventices aujourd'hui, mais ça a contribué à simplifier le travail des agriculteurs, et ça participe de ce mouvement d'accroissement de la productivité physique du travail. Alors, j'insiste et je vais y revenir, c'est que parallèlement à une politique agricole, je ne rentre pas dans les détails, qui va continuer à se préoccuper de la sécurité des agriculteurs américains, on commence à avoir un mouvement des lobbies et des syndicats, je dirais, qui représentent plutôt les petits agriculteurs américains, qui vont monter au créneau en accusant la politique agricole américaine de défendre particulièrement les grandes exploitations et de soutenir ce mouvement, parce que de fait, elle a entretenu ce mouvement d'accroissement de la productivité physique du travail et de concentration. Et donc, il y avait déjà eu des tentatives à la fin des années 70 de réunir une conférence qui discute de l'avenir des petites et moyennes exploitations aux États-Unis, qui avait été balayée. Il y a eu un rapport qui avait été fait donc à la fin des années 70 et que Reagan avait soigneusement mis dans un tiroir. Et sous Clinton, en 1997, on va donc réunir une commission qui va réfléchir à l'avenir des petites et moyennes exploitations aux États-Unis en mettant en avant le fait que ce mouvement de concentration et d'acquisition d'équipements de plus en plus performants, il est à peu près inéluctable, mais qu'il faut une politique différenciée pour les petites et moyennes exploitations. Et vous me croirez si vous voudrez, mais ce rapport qui s'appelle Time to Act, eh bien, dit que les petites exploitations contribuent à créer de l'emploi, des produits à forte valeur ajoutée, et que pour l'économie américaine, elles peuvent être particulièrement intéressantes. Et on va le voir, ça va être le début d'une politique différenciée, dont je ne sais pas très bien ce que Donald Trump va faire aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on va voir qu'il y a un soutien de plus en plus important. Si vous allez sur le site du ministère de l'Agriculture américain, vous verrez qu'il y a toute une partie dédiée aux beginning farmers, c'est-à-dire on n'est pas à la notion de jeune agriculteur, on est jeune agriculteur à 55 ans, mais qui s'adresse aux petites et moyennes exploitations, et on va le voir, je parlerai des mesures spécifiques qui sont un peu, on commence à avoir une politique, je dirais, à 2 vitesses qui s'installe. Alors, ce qu'on voit, c'est que, je dirais, les OGM participent de ce que j'appellerais la révolution agricole du XXIe siècle, dans laquelle on est à peine entré en France, et qui repose sur quoi? Eh bien, c'est la révolution des technologies de l'information et de la communication et les biotechnologies. Et c'est très intéressant de regarder ce que ça donne, puisque aux États-Unis, ça démarre au milieu des années 90. Ça commence donc par les OGM, et puis très vite, c'est les GPS. Le GPS, au début, est utilisé surtout pour tout ce qui est amendement sur les parcelles, et analyse de sol, etc., et qui de plus en plus va intervenir au travers de l'automation, et bien dans ce mouvement d'accroissement de la productivité physique du travail. Donc dans les années 2000, qu'est-ce qu'on voit se développer? Eh bien, toujours travail simplifié et semi-direct, travail simplifié sur le maïs, semi-direct sur le soja, avec des OGM qui commencent à être de plus en plus complexes, puisque donc sur le maïs, on a 3 gènes modifiés qui commencent à apparaître, qui permettent de lutter contre la chrysomèle et puis la pyrale, et qui sont résistants aux herbicides totaux. Et puis on voit des équipements encore plus puissants, 500 chevaux, semoir combiné 36 rangs, moissonneuse batteuse 12 mètres, un actif travaille sur 600 à 800 actifs à lui tout seul. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mouvement à l'aube de... Je vais essayer de projeter ce que ça peut être à l'avenir. On a une politique agricole qui a apporté un cadre extrêmement favorable. Je crois que face à ça, on a des exploitations agricoles familiales et patronales, donc des gens qui vont investir pour assurer la rémunération de leur travail. On n'est pas face à des exploitations capitalistes qui vont regarder quel est le taux de profit le plus intéressant qu'elles peuvent avoir pour leurs capitaux et choisir les lieux des capitaux.
qui peuvent se retirer quand les prix agricoles s'abaissent. Là, on a bien des exploitants familiaux qui héritent d'un patrimoine et qui vont essayer de le maintenir. Et résultat, ces exploitations familiales, ces gens qui travaillent pour eux, qui investissent pour maintenir leurs revenus, pour installer leur fils. Alors oui, pour installer son fils, on passe de 700 vaches à 1500 vaches, on passe de 600 hectares à 1000 hectares, hein, donc, mais c'est la même logique qu'en France, mais sur des surfaces qui sont supérieures. Eh bien, aux États-Unis comme en France, c'est des choses qu'on ne sait peut-être pas suffisamment, c'est que la productivité physique du travail, eh bien, en agriculture, c'est là qu'elle s'accroît le plus vite. En France, c'est la même chose si vous prenez le résultat de l'INSEE. Et donc, du coup, ce soutien au prêt agricole, il a encouragé ce mouvement. Bon, on pourra revenir sur les aspects de politique agricole, mais ça a des conséquences. Alors, l'accroissement de la productivité du travail, ça s'est traduit par une baisse des prix. Si on regarde sur l'ensemble du siècle, je n'ai pas mis tous les prêts agricoles, mais par exemple, cette baisse des prix, elle est beaucoup plus rapide que la baisse des prix des intrants qui sont nécessaires et des équipements pour produire. Vous voyez que sur cette courbe, vous avez l'évolution du rapport de prix, tous produits agricoles confondus, entre les biens vendus par les agriculteurs et les biens achetés par les agriculteurs pour produire. Et on voit qu'on a une érosion extrêmement rapide pendant toute cette période. La bipolarisation, on la voit très bien ici, hein, je vous ai pris les 3 états sur lesquels j'ai travaillé. Vous avez enfoncé le pourcentage des exploitations et vous avez en clair le pourcentage de la superficie que chaque catégorie détient. Donc on voit par exemple dans l'Indiana que 7% des exploitations rassemblent 54% de la superficie. Ce sont les exploitations de plus de 400 hectares. C'est la même chose dans tous les États. Donc cette bipolarisation, un grand nombre de petites exploitations qui détiennent une petite surface, et puis un petit nombre d'exploitations qui détiennent la majorité des surfaces, et qui sont celles qui continuent à poursuivre ce mouvement. Alors, cette poursuite de l'accroissement de la productivité du travail, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive comme nouveaux équipements? Ce mouvement il se poursuit en termes de puissance. Aujourd'hui, les tracteurs les plus puissants, 560 chevaux, semoirs 48 rangs, avec le GPS. Le GPS, les agriculteurs, quand vous discutez avec eux, ils vous disent l'automatisation, surtout sur mes carrés, là, mes parcelles de 65 hectares, complètement carrées, ça va tout seul. Je suis obligée d'être sur mon tracteur parce que s'il y a un bug informatique avec des tracteurs de 560 chevaux, il y a beau y avoir pas beaucoup de monde sur les routes de l'Iowa, ça peut quand même faire des dégâts. Donc les agriculteurs sont dans leur tracteur, mais ils travaillent, ils ont installé Internet dans le tracteur et ça devient leur nouveau bureau. Et les tracteurs se baladent tout seuls, on fait encore les demi-tours à la main pour continuer à garder la main, mais on peut du coup travailler plus longtemps parce qu'on ne se fatigue pas à regarder derrière l'alignement de l'intervention qu'on est en train de faire. Donc on allège la journée de travail et en gros les agriculteurs vous disent avec le même équipement, je peux travailler 50% de temps, enfin travailler une surface 50% plus grande au point de travail. Le principal point de travail étant l'implantation des cultures. Alors voilà le genre d'engin qui se développe, semoir 48 rangs, c'est spectaculaire de les voir faire les demi-tours en question. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis je dirais que les OGM, c'est la poursuite qui se... Enfin, on continue. Donc il y a 3 ans, non, il y a 4 ans maintenant, est sorti sur le marché le Smart Stats, donc 8 gènes modifiés, résistants à 2 herbicides totaux et à 6 types d'insectes, et qui permet du coup, comme on a 2 herbicides totaux, d'avoir une zone refuge qui est moindre, qui n'est plus que de 5%, là où elle était de 10% auparavant. Donc on a encore plus d'OGM sur sa parcelle, mais le petit problème, c'est qu'on commence à voir apparaître des adventices. Alors, il y avait des adventices tels que l'Érigéron du Canada, vous devez tous connaître, qui est naturellement résistant au glyphosate. Puis on commence à voir apparaître le Giant Ragweed, donc la grande herbe à poux. Elle est giant parce qu'elle monte jusqu'à 3 mètres de haut en plein développement. Donc ça, voilà un champ, par exemple, de soja, et je n'ai pas cherché, hein. C'est on va voir des étudiants sur le terrain, vous avez une parcelle avec quelques mauvaises herbes, mais on les voit un peu comme ça. Et puis la parcelle d'à côté, le typicité manifestement un peu raté, il n'y a plus de soja, il n'y a plus que du Giant Ragweed. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette plante, ça fait maintenant 20 ans hein, de recul qu'on a sur les OGM. Cette plante, elle n'était pas résistante au glyphosate, elle est devenue résistante au glyphosate et elle a avancé son cycle de 1 mois. Auparavant, elle était plus tardive que le soja, aujourd'hui, elle est plus précoce. Donc on a des problèmes redoutables qui commencent à arriver en matière d'adventice et qui poussent
l'industrie semencière, elle est un peu plus loin, toujours plus loin. Et je dirais, il y a 2 ans, est sorti l'Enlist Duo avec résistance à 2 herbicides, le 2,4-D qui faisait partie de l'agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam, qui fait un peu tiquer les agriculteurs. Et puis le glyphosate, et quand vous discutez avec les agriculteurs américains, c'est juillet de l'année dernière, ils vous disent les OGM, c'est une course contre la nature, et en ce moment la nature est en train de gagner. Mais ce n'est pas une raison pour remettre en cause. Aujourd'hui, on réfléchit à des réponses capitalistiques, c'est-à-dire des petits drones qui circuleraient dans les parcelles et qui mettraient l'herbicide total pile poil là où il y a la mauvaise herbe, histoire de diminuer la pression de sélection. Alors, je pourrais vous faire la même histoire sur le cochon. Je ne sais pas si j'ai le temps, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Trop longtemps, donc je saute. Trop longtemps. Ah, trop longtemps. Alors, je vais pas regarder ma main, je suis désolée. Alors, si je regarde l'élevage porcin, donc j'ai dit grande culture, aujourd'hui techniquement, les systèmes de production les plus performants, c'est 1000 hectares par actif, donc en gros il faut être 2 pour le semis, ça veut dire que 2 actifs sur 2000 hectares, ça passe avec les équipements les plus performants. Alors si on regarde ce qui se passe, mais là on est dans des exploitations familiales, avec la politique agricole qui fournit un cadre extrêmement favorable. Si on regarde ce qui se passe du côté du porc, là c'est pas tout à fait la même chanson. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas de soutien public dans le secteur du porc. Or, il y a des équipements nouveaux qui sont arrivés sur le marché, et en particulier donc des bâtiments de ce genre-là. Donc vous en avez une photo ici. Donc c'est des bâtiments qu'on appelle d'engraissement, uniquement c'est du sevrage à la finition. Donc ça veut dire qu'on a un bâtiment d'un seul tenant, on n'a plus de cases, plus de manutention des animaux, un espace post-sevrage ici avec des lampes, etc. Et puis vous avez ici les auges, un espace central. Et ces auges, eh bien, on a des portes d'accès avec des balances au niveau de chaque porte, ce qui permet de faire un tri automatique des animaux. Donc en gros, le porc qui veut aller s'alimenter, il passe sur la balance. S'il n'a pas atteint les 120 kg, ça s'ouvre vers l'auge. S'il a atteint les 120 kg, c'est la porte vers la sortie qui s'ouvre. Donc du coup, vous discutez, mais je n'exagère pas, et les bâtiments qui se mettent en place, c'est 2000 porcs. On peut rentrer, donc les bâtiments les plus performants, et puis il n'y a pas de raison de ne pas aller plus loin. Donc, et l'agriculteur, quand vous discutez avec lui, il vous dit, moi le seul travail que je fais, c'est je ramasse les morts. Mais après tout, il n'y a pas besoin d'un agriculteur pour ramasser les morts. On peut avoir des systèmes de robots, d'infrarouges qui permettent... Enfin, voilà, on peut imaginer que demain, il n'y ait plus besoin de personne pour s'occuper des porcs. Et on n'en est pas très loin aux États-Unis aujourd'hui. Alors derrière, ça a des conséquences énormes. Parce que quand on construit un bâtiment pour 2000 places, je vais vous laisser faire les calculs parce que je suis un peu trop fatiguée pour les faire comme ça de tête, on les veut tous du même élevage. Parce qu'il n'est pas question de mélanger des animaux pour des questions sanitaires qui viennent d'élevages différents. Donc en amont, si vous travaillez avec 5 bandes, je vous laisse faire le calcul du nombre de truies, mais c'est hallucinant. Aujourd'hui, c'est des élevages de plusieurs milliers de truies qui se mettent en place aux États-Unis. Et là, eh bien, ça ne se fait pas avec les capitaux familiaux, parce que derrière, il n'y a pas de politique agricole. Alors le premier mouvement de la concentration, ça a été une contractualisation accrue. Il n'y a pas une banque qui voulait prêter aux agriculteurs familiaux s'il n'y avait pas un contrat derrière de commercialisation des porcs avec un prix défini. Et puis progressivement, eh bien, on a vu arriver l'intégration de plus en plus complète et puis surtout des capitaux qui se sont investis dans l'élevage. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe, eh bien, vous voyez que par exemple, Smithfield and Foods, 900 000 truies, on va dire, c'est un des premiers abatteurs, américains qui possède donc un cheptel de 900 000 truies. Vous voyez qu'il n'est pas le seul, parce que les autres derrière, on est à 400 000, 200 000. C'est un mouvement, enfin quand je suis chaque année, ça n'arrête pas de grossir. Juste pour se donner un peu de vertige, cette entreprise, elle possède au total 1 300 000 truies dans le monde entier, puisqu'elle en possède en Roumanie et aussi au Mexique, et elle vient de se faire acheter l'année dernière par les Chinois. Donc là, c'est non seulement les capitaux de l'aval, mais c'est aussi une internationalisation de ce capital. Les Chinois, ils ne font pas que du land grabbing, ils s'intéressent aussi à d'autres aspects. Et puis on peut aller un peu plus loin. Cette entreprise a des capitaux dans une entreprise de transformation de la viande de porc en Bretagne. Donc voilà, ça
ça avance. Et donc du coup, si on regarde, eh bien, on voit qu'en 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur? Et là, ça s'est pas du tout accompagné de la politique agricole qui joue un peu le rôle d'amortisseur quelque part en régulant les prix. Eh bien, on voit qu'on a le nombre d'élevages porcins en 20 ans a été divisé par 5 aux États-Unis. Moi, les éleveurs que je connaissais dans le début des années 2000, qui étaient naisseurs-engraisseurs, aujourd'hui ne sont plus qu'engraisseurs à façon, pour des très gros élevages qui sont naisseurs et qui sont parfois avec des capitaux de l'aval. Et en gros, en 20 ans, on a divisé par 7,5 le temps de travail pour la production de viande. Aujourd'hui, aux États-Unis, il faut 7 minutes pour produire 50 kg de viande, de carcasse de porc. Donc c'est vraiment, il n'y a quasiment plus de travail humain derrière tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de tout ça? Eh bien, c'est que l'analyse de l'évolution de l'agriculture aux États-Unis permet de prendre un peu de recul par rapport à la nouvelle révolution agricole, celle des techniques de l'information, de la communication et des biotechnologies qui démarre à peine en France. Et donc ça donne un peu de recul. Et je trouve que la courbe suivante, elle est extrêmement intéressante. Elle montre quoi? Alors c'est une courbe qui montre le rythme d'accroissement de ce que j'appelle la productivité physique du travail, c'est-à-dire le volume produit par actif donc en agriculture aux États-Unis, donc volume de production agricole par unité de travail, et là ça montre le rythme d'accroissement donc de 1950, et je ne l'ai pas prolongé, excusez-moi j'ai fait du temps, mais ça s'arrête à 2009, indissant en 2005. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit bien la révolution agricole du XXe siècle, motorisation, chimisation, donc celle qu'on connaît depuis les années 50 aussi. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit à partir du milieu des années 90, on change de trend. Et ce changement de trend, il est lié à quoi? Eh bien il est lié à la mise en place de la nouvelle révolution agricole, celle dans laquelle on s'engage, on est en train de s'engager aujourd'hui. Donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire? L'analyse qui a été faite par les Américains, elle est très claire. Ça veut dire que c'est une destruction rapide de l'emploi dans le secteur agricole, mais à un rythme plus rapide que ce qu'on a connu entre 1950 et 1995. Ça doit nous faire réfléchir quand même, parce que nous, on s'engage à peine là-dedans et on voit que tous les équipements sont là et que ça peut arriver. Alors, du coup, cette inflexion, le diagnostic qui a été fait, c'est de dire, mais là je suis en train de parler de l'ancien ministre de l'Agriculture, Tom Vilsack, et je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Les signaux qu'on a, malgré le fait que les agriculteurs américains ont voté en grande majorité pour un républicain, avant de voter pour Donald Trump, aujourd'hui commencent à s'inquiéter. On voit le Farm Bureau qui commence à trouver que ce que fait Donald Trump devient assez menaçant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si je dirais la même chose dans 2 ans. Mais en gros, ce qui a été mis en évidence, c'est que cette évolution de l'agriculture, encadrée par la politique agricole, avec la sécurité d'investissement offerte aux agriculteurs américains par la politique agricole, va se traduire par de la perte d'emploi. De façon très pragmatique, on se rend compte qu'il y a des possibilités de développement avec ces petites et moyennes exploitations, circuits courts, etc., qu'il y a un marché de plus en plus important pour ça, et on va donner aussi un coup d'accélérateur à ce marché. Et bien malgré ce mouvement-là, on a un ministre de l'Agriculture qui en 2012 va dire mais l'objectif c'est dans les 10 ans à venir créer 100 000 emplois dans le secteur agricole. On aurait bien envie que le ministre français de l'Agriculture en fasse autant. Et comment? Eh bien en disant ben, finalement ce mouvement-là on ne peut pas l'empêcher, et on voit bien que ces grands vaisseaux-là, 1500, 1000 hectares, 2000 hectares en exploitation familiale, 2 actifs, je veux dire, ce sont des structures qui ne supportent absolument pas le risque. Donc on a une politique agricole autour, à la fois de garantie de prix, de systèmes assurantiels qui ne sont pas la politique agricole, parce qu'ils sont un peu tendance à tout mélanger les 2 mois, mais on a bien les deux qui offrent un filet de sécurité, et les Américains ont bien défendu ça aussi au niveau des négociations de l'OMC, le filet de sécurité, parce que ces exploitations agricoles qui ont des niveaux de capitaux, on est facilement en équipement entre 1 250 000 et 1 500 000 $, très facilement, hein, donc il faut qu'elles aient les reins solides dans des exploitations familiale. Donc, du coup, eh bien, c'est vrai que cette politique-là, on ne la remet pas en cause, mais qu'à côté, eh bien, on a commencé à renforcer, je dirais, une politique agricole qui vise à favoriser l'installation
mais elle a des petits bouts qui manquent, sur lesquels il y a des difficultés, je vais venir tout de suite, mais on va essayer de créer de l'emploi en occupant ce secteur des circuits courts. Donc avec, sur les systèmes assurantiels, par exemple, des assurances qu'on va offrir aussi sur le produit brut de l'ensemble de l'exploitation, avec des taux de subvention qui vont augmenter avec la diversification des cultures. Donc, plus vous avez un nombre de cultures important, et plus vous allez bénéficier d'un taux de subvention pour ces assurances qui sont contractées auprès de compagnies privées qui va être élevé. Un système de microcrédit qui est exactement digne de ce qu'on diffuse dans les pays du Sud. C'est 50 000 $ maximum pour un remboursement sur 25 ans, qui peut concerner à la fois des investissements, par exemple investir dans une serre, mais aussi pouvoir se nourrir pendant les premiers mois avant que les premières récoltes commencent à arriver. Donc c'est vraiment un système de microcrédit. Politique alimentaire intérieure aussi, donc là je pense que je n'aurai pas le temps de développer, mais juste quelques chiffres. La politique alimentaire intérieure aujourd'hui aux États-Unis, c'est 112 milliards $. C'est de très loin le premier poste de dépenses du ministère de l'Agriculture, mais c'est quasiment les 3/4 des dépenses publiques, bien loin devant les aides aux assurances. Et en gros, si on regarde ces programmes, et je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je n'ai pas le temps de développer ça aujourd'hui, on voit qu'une grande partie, ce sont les tickets alimentaires dont bénéficie une population importante, puisqu'on est à 45 millions de bénéficiaires du SNAP aujourd'hui dans les tickets alimentaires, c'est une carte, sur 305 millions d'habitants, donc c'est quand même énorme. 32 millions d'enfants qui bénéficient de repas subventionnés ou gratuits à la cantine, donc on voit que c'est quand même une part importante des dépenses, plus tout un tas d'autres programmes dans lesquels je ne rentrerai pas, sauf si vous me posez des questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser cette manne. Alors là, on parle en millions de dollars, on parle en milliards, en centaines de millions de dollars et pas en milliards de dollars, mais pour les circuits courts, au travers des programmes scolaires, programmes fédéraux, pour inciter les cantines scolaires à s'approvisionner en circuit court, et avec des programmes pilotes sur approvisionnement en circuit biologique. Donc, ce n'est pas original par rapport à ce qui existe dans certaines régions françaises. L'originalité, c'est que c'est un programme fédéral. Donc, ça veut dire qu'il y a tout le cadre juridique, il y a tout un tas de facilitations pour la mise en œuvre de tout ça, et ça concerne un pourcentage très élevé des écoles aujourd'hui. Les tickets alimentaires, eh bien, ils sont valables et on incite les agriculteurs qui sont en circuit court, donc qu'ils soient dans les marchés de producteurs ou qu'ils vendent à la ferme, eh bien, à accepter les cartes électroniques d'aide alimentaire. Et on distribue aussi des coupons donc aux femmes qui élèvent seules leurs enfants en bas âge et aux personnes âgées pour qu'ils achètent et se procurent des fruits et légumes en circuit court. L'idée derrière, c'est aussi qu'on essaye de faire le lien entre le développement des circuits courts et l'amélioration de la qualité de l'alimentation de la population la plus pauvre, qui est elle aussi touchée majoritairement par l'obésité. Ce sont ces catégories-là qui sont le plus touchées, donc on essaye de développer la consommation de fruits et légumes. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas des milliards de dollars, mais ce sont des centaines de millions, et on voit que les choses ont progressé. Il y a aussi des programmes pilotes qui visent dans les marchés de producteurs, il y a des fondations, comme Kellogg's par exemple, qui n'est pas pour rien pas une responsabilité nulle dans le développement de l'obésité aux États-Unis, mais Kellogg's se rachète une bonne conscience avec sa fondation, avec un programme qui s'appelle Double Bucks, et elle n'est pas la seule, il y a plusieurs fondations qui font ça, c'est-à-dire que si vous achetez pour $1 de carottes avec vos tickets alimentaires dans les marchés de producteurs, vous avez droit pour $2 de carottes, donc vous double la mise. Donc il y a tout un tas d'actions comme ça, et il y a des lobbies extrêmement actifs, c'est un peu comme l'aide alimentaire en France. L'aide alimentaire, le réseau associatif est très dense et très actif. C'est un petit peu la même chose aux États-Unis, pas forcément l'image qu'on a des États-Unis. Donc, je voudrais terminer en disant que finalement on arrive à une politique qui devient bipolaire, pour une agriculture qui est de plus en plus bipolaire, avec des exploitations agricoles de très grande taille, dont on voit que la progression en termes de surface par actif, elle a été extrêmement rapide, mais à côté de ça, un souci aussi de créer de l'emploi auprès de petites exploitations. Voilà, je m'arrête.